Bonjour à toutes et à tous et aux autres aussi et bienvenue sur cette nouvelle et première vidéo de la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tao et j'ai également une chaîne YouTube du nom de Attrape et qui parle de catch. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais sur cette chaîne YouTube, je parlerai de l'univers de la bande dessinée, tout ce qui est lié aux comics, aux mangas, aux BD franco-belges bien sûr, etc. Et pour commencer cette nouvelle aventure sur cette chaîne YouTube, nous allons parler d'un énorme sujet avec le nouveau planning du MCU suite à la conférence Investor Day de Marvel, Disney bien sûr, Marvel et Disney qui sont ensemble, je le rappelle. Voilà, pour ceux qui veulent un avis un peu plus concis, qui ont peut-être la flemme d'écouter ce podcast, je suis pas du tout un bon présentateur, donc du coup je vous invite déjà même pas à regarder la vidéo. Mais si jamais vous voulez un avis plus concis, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Twitter, @taophilmg. Voilà, si vous voulez un avis sur toutes les nouvelles séries qui sont sorties, j'ai fait un petit thread, comme on dit avec l'accent magnifique, pour parler de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais ça vous dit. Aujourd'hui, on va parler du coup du MCU, de toutes les annonces qui ont été faites, de celles qui n'ont pas forcément été faites d'ailleurs pendant l'Investor Day, mais en tout cas du planning tel qu'il est sorti à l'heure actuelle où j'enregistre. Donc on est le 17 décembre 2020. Voilà, on va parler calmement des séries, des films qui vont sortir dans l'ordre chronologique. Je vais un petit peu vous partager mon avis. J'ai rien écrit, donc peut-être que ce sera totalement déconstruit, peut-être que ce sera un petit peu chiant à écouter parce que j'agirai à gauche, à droite, des choses comme ça. Mais c'est pas grave, voilà, j'ai envie de partager mon avis sur ce que j'attends du MCU, moi qui suis un plutôt grand fan du MCU. D'ailleurs, j'attends le coffret collector de la saga de l'infini que j'ai commandé, qui arriverait normalement ces jours-ci. Voilà, j'espère me faire un beau cadeau de Noël moi-même. Ce n'est pas grave. On commence, si vous entendez des petits clics, bien sûr, c'est parce que je prends les notes et en même temps, voilà, du coup, on entend les petits clics en même temps. Du coup, on commence avec la première série annoncée dans l'ordre chronologique qui devrait sortir le 15 janvier 2021 si tout se passe bien. C'est WandaVision, Marvel Studios WandaVision, avec du coup cette aventure, cette série sur comme le nom l'indique tout à fait bien, Wanda et Vision. On va se concentrer plus sur Wanda, j'imagine, que sur Vision en lui-même, qui est, je le rappelle, décédé. C'est un peu compliqué du coup. Voilà, Wanda qui est l'une des mutantes les plus fortes dans les comics. Je vais pas forcément à chaque fois me fier à ce qui se passe dans les comics, tout simplement parce que je suis pas non plus la personne la plus calée dans les comics Marvel. Et également parce que il faut rappeler que le MCU c'est un univers en lui-même. Donc on se base pas, on se dit pas alors ok il y avait ça de base et on va forcément faire comme ça. Non, les réalisateurs sont un petit peu plus libres déjà de faire ce qu'ils veulent que ça. Et surtout on est sur une autre vision, une vision qui est pas forcément la même que dans les comics. Donc il y a forcément des choses qui sont différentes. Et ça d'ailleurs c'est tout à fait normal et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que si on veut voir juste une adaptation bête et méchante des comics, ce serait vraiment triste, j'ai envie de dire. Donc on commence avec WandaVision. J'ai pas pris de notes du tout, donc du coup j'ai pas du tout le nom des acteurs, tout ça, donc voilà, on va rester totalement focus dans... Je me rends compte que je vais vraiment très très mal mon début de vidéo, hein, c'est pas grave. J'espère que vous serez quand même nombreux à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, tout ça. Donc voilà, WandaVision c'est une série sur laquelle j'ai vraiment hâte de voir le résultat final, de voir la sortie déjà, qu'on aurait déjà dû voir d'ailleurs depuis un petit moment maintenant. Mais j'ai vraiment hâte de voir cette série qui s'annonce vraiment originale pour le coup. Je suis très content d'ailleurs que cette année 2021 commence avec cette série qui est WandaVision. Elle est vraiment originale dans sa manière d'être construite. Voilà, pour ceux qui ont vu les bandes annonces déjà, on a un petit peu une ambiance années 50, années 60, années 70 dans la construction des épisodes. Ça a déjà été annoncé que ce serait des épisodes un petit peu parodiques de ce qui se faisait à l'époque. Mais ça c'est cool et c'est tout simplement logique par rapport à ce que Marvel a envie de raconter avec Wanda. Donc pour rappel un petit peu, Wanda, hein, c'est cette, je vais pas envie de dire mutante, parce qu'on n'a pas vraiment le nom mutant dans le Marvel Cinematic Universe à l'heure actuelle. Mais en tout cas, c'est ce personnage très puissant qui arrive avec son frère jumeau du coup, dans Marvel Avenger, l'ère d'Ultron. Voilà, c'était l'ère d'Ultron avec son frère jumeau Quicksilver, qui est lui malheureusement décédé à la fin de ce film. Voilà d'ailleurs un Quicksilver que j'adore beaucoup, même si je préfère la version qu'il y avait dans les films X-Men, que je trouvais un petit peu plus intéressante, notamment, il faut l'avouer, en termes de réalisation, qui était quand même assez folle. Mais bref, voilà, la série WandaVision,
est une série qui me donne réellement envie. J'ai vraiment hâte de voir ce que Marvel va proposer. Pour le coup, c'est un propos intéressant et aussi une réalisation intéressante. On a envie de nous amener ailleurs. C'est tout le projet qui est autour de Wanda, hein, c'est qu'elle a des pouvoirs assez immenses. Et du coup, on va commencer, j'imagine qu'on va que commencer d'ailleurs, à les explorer dans WandaVision et qu'on les verra ensuite dans d'autres projets sur lesquels je reviendrai plus tard. Mais en tout cas, voilà, en termes de réalisation, on va vraiment être dans quelque chose de très sympathique. Et j'imagine que dans le scénario, ça va être aussi un développement autour d'elle, autour de Vision, qui est du coup ramenée à la vie par ses pouvoirs, j'imagine. Je m'aventure pas trop en disant ça, je vous avoue. Mais voilà, peut-être que Vision sera le facteur qui fera en sorte qu'elle soit encore plus dans sa folie, j'ai envie de dire, soit réussisse à s'en sortir justement. Donc on verra ça, mais en tout cas pour l'instant de ce qu'on a vu avec les trailers, les bandes annonces, ça me donne réellement beaucoup envie parce que c'est très différent de ce qu'on a déjà vu dans les films Marvel jusque-là et dans les séries, parce que d'ailleurs c'est la première série qui sort. En tout cas, la série estampillée Marvel Studios, hein, je parle pas des séries Marvel, Netflix ou autres, hein, qui sont pas forcément des choses qui vont nous intéresser dans cette vidéo. Voilà, mon petit mot pour WandaVision, qui est l'un des projets peut-être qui me hype, comme on dit, qui me hype le plus dans toutes ces annonces et dans tout ce catalogue. On passe à la deuxième série, c'est Le Faucon et le Soldat d'Hiver, ou The Falcon and the Winter Soldier, ou The Falcon et le Soldat d'Hiver. Apparemment ce sera le nom français. C'est l'un des projets qui honnêtement me donne le moins envie. Pas forcément parce que je déteste les personnages, loin de là. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs Winter Soldier, en tout cas le Soldat d'Hiver, Bucky dans le Soldat d'Hiver, dans Captain America et Winter Soldier, qui est pour moi l'un des meilleurs films d'ailleurs du MCU. Falcon, c'est pas forcément un personnage que j'apprécie tant que ça, même si j'aime beaucoup le potentiel qu'il peut avoir, le potentiel comment dire ça, le potentiel futur qu'il pourrait avoir dans le MCU, ou en tout cas en termes de symbolique, ça pourrait être vraiment très très cool, notamment parce que c'est une personne de couleur noire, il faut pas l'oublier, et aussi parce que par rapport à ce qui s'est passé avec Captain America, pour les gens qui ont vu un Infinity War, mais j'imagine que vous l'avez vu et qui ont vu également Endgame, voilà, c'est le personnage qui va un petit peu prendre la relève, en tout cas c'est le souhait de Captain America dans la fin de Endgame, c'est que ce soit Falcon qui prenne sa relève. Chose que je trouve très très cool. Bien sûr, dans cette série, on va nous, sans doute, hein, c'est pratiquement sûr, on va nous remettre en cause cette légitimité, donc la légitimité du Falcon à être le prochain Captain America, Winter Soldier qui va sans doute l'accompagner et être un petit peu son compagnon d'armes pour le coup. Mais voilà, l'univers, tout ce qui est univers autour du Captain, donc le personnage qui va prendre la place du Captain America officiellement en tout cas par rapport à l'État, vous allez voir ça plus tard sans doute, mais voilà, l'État, en tout cas c'est ce qui me semble le plus probable et ce qui a déjà été un petit peu révélé avec les anecdotes de tournage, c'est que l'État va décider qu'ils ont besoin d'un Captain America, du coup ils vont choisir quelqu'un d'autre plutôt que Falcon, et il va y avoir une histoire tout autour de ça, j'imagine. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant, c'est la légitimité du Falcon, tout ce qui est légitimité par rapport à, j'imagine, sa couleur de peau, ça on va pas se mentir, c'est aussi un des propos du film, enfin de la série, pardon, excusez-moi. Pourquoi est-ce que je serais légitime alors que personne ne m'a dit officiellement que je suis Captain America? Pourquoi la personne qui est désignée par l'État est légitime à lui être Captain America? Qu'est-ce que c'est qu'être Captain America? Tous des propos qui sont très très intéressants, que j'ai envie de voir, mais la série en elle-même, j'avoue, ne me donne pas plus envie que ça. Toutes les bandes annonces et les trailers qu'on a vus m'ont pas forcément épaté en termes de réalisation, c'est vraiment du simple, hein. On fait vraiment dans le simple, mais ça peut être efficace, pourquoi pas. Je sais pas du tout en combien d'épisodes cette série devrait être proposée. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ce serait, voilà, je vous fais un petit peu partager aussi, hein. N'hésitez pas à partager la vidéo, tout ça, comme ça on peut se faire connaître et on fera plus de sujets, c'est cool, j'inviterai des gens, tout ça. D'ailleurs, si Karian et Jolan, vous me voyez, vous m'écoutez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et comme ça on fera une vidéo sur qui est le meilleur Spider-Man, bien sûr. C'est une vidéo bien sûr qu'on attend tous et toutes. Voilà, donc pour finir sur le Falcon, le Falcon et le Soldat d'Hiver, c'est une série qui dans le propos peut m'intéresser, mais dans la réalisation, clairement,
clairement pas casser trois pattes à un canard, comme j'aime dire cette expression vieillissante. On passe au film suivant, qui est un film lui aussi repoussé depuis un moment, qui devait sortir en octobre à la base, peut-être même en mai, à la base en mai 2020, qui sortira du coup en 2021. C'est Black Widow. Voilà, Black Widow, l'héroïne que je ne présente plus. Vous connaissez si vous avez vu les films du MCU, si vous avez vu les films Avengers également. Elle est très très présente et elle est d'ailleurs, spoiler bien sûr, décédée dans Infinity War. Il me semble que c'est Infinity War, ou est-ce que c'est Endgame, je ne sais plus. Les deux sont tellement liés que des fois je les confonds. Donc voilà, on a un film sur un personnage décédé, un personnage très apprécié certes, mais décédé. Et c'est d'ailleurs pour moi tout le problème de ce film, c'est que ce film arrive beaucoup trop tard. Le film Black Widow aurait été intéressant à une époque où le personnage était encore vivant, déjà, de base. Ça m'aurait un petit peu plus investi. Voilà, pour moi il arrive vraiment trop tard. Je sens que la réalisation, tout ça, ça va être très très cool. Ça va être peut-être un petit peu dans la même vague que Captain America Winter Soldier. Et ça me ferait très très plaisir parce que c'est un très bon film avec une ambiance très particulière dans le MCU. Donc voilà, si le film s'en inspire, ce serait très bien. Mais malheureusement, à part le fait que le film est sorti trop tard, sort trop tard, je n'ai pas grand chose à dire. Il va mettre en place effectivement d'autres personnages pour la suite du MCU. Mais pourquoi ces personnages-là n'étaient pas présents jusque-là, parce que le film se passe avant. Là, bien sûr, je parle en termes de narration, hein, pas de réalisation, parce que si on parle de réalisation, bien sûr qu'ils ne pouvaient pas être là, parce que le film n'était pas prévu, n'était pas sorti, donc ça sert à rien qu'on mette des personnages qu'on ne connaisse pas encore. Voilà, on peut le faire, bien sûr, Captain Marvel, vous le savez. Mais voilà, pour moi, tout le problème et le sujet de Black Widow, c'est qu'il arrivait trop tard. C'est un film qui arrive trop tard. Et aussi bon soit-il, même si d'ailleurs je ne souhaitais pas forcément voir plus que ça un film Black Widow, il arrive trop tard. Désolé Black Widow, désolé Scarlett Johansson, mais trop tard, déçu. Le sujet suivant, j'essaie quand même de faire, et bien sûr le Black Widow sort le 7 mai 2021, donc un an après la sortie qu'il devait avoir officiellement. Quelque chose d'autre qui arrive en mai 2021, c'est la série Loki. La série Loki, bien sûr, sur le personnage éponyme, un personnage qui s'est enfui dans Avengers Endgame, bien sûr, dans cette temporalité où il a perdu en 2012 avec les Avengers, dans le premier Avenger où il a pris le cube, bien sûr, vous en rappelez, il est parti, du coup on va voir tout un film sur lui, sur son personnage, sur ses aventures dans l'infini et l'au-delà, j'ai envie de dire. Voilà, c'est une série qui me semble intéressante. Le premier trailer qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, à l'heure où j'enregistre, est un trailer très très intéressant. En termes de réalisation, on est sur quelque chose de vraiment sympathique. L'acteur est toujours aussi bon. Mais pour moi, je vais pas dire le problème, mais là où j'ai des doutes encore, c'est le scénario. Qu'est-ce que le scénario veut nous dire ? Qu'est-ce que va raconter cette série Loki ? J'imagine qu'on va parler de voyage temporel, bien sûr, ça a été dit, redit, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, la série, pour le coup, moi, me donne réellement envie. Voilà, on va un petit peu explorer ce multivers, hein, même si c'est peut-être un gros mot. Mais en tout cas, on va explorer ce multivers avec Loki. En tout cas, j'espère qu'on va mettre un petit pied dedans. Mais qu'en est-il de l'avenir de Loki ? Apparemment, d'après les rumeurs, il faut prendre ça avec des énormes pincettes, bien sûr. On annoncerait déjà une saison 2 pour la série Loki. Pourquoi ? Déjà pourquoi ? Mais surtout, si on annonce une saison 2, ça veut dire qu'est-ce que va nous dire la série Loki ? Est-ce qu'on va être une série un petit peu style série qui passe à la télé aux États-Unis, donc au feel good moment, et puis à la fin on finit sur un cliffhanger et on revient au fur et à mesure pour continuer cette sorte d'histoire qui va s'étaler sur plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est un projet qui me donne réellement envie. Pour le coup, c'est un réel point d'interrogation. Parce qu'autant j'ai des réelles envies sur cette série. D'après la bande-annonce que j'ai vue, j'ai encore plus envie de la regarder. Mais en même temps, je me dis, mince, est-ce que réellement c'est une série qui va nous donner quelque chose de plus qu'une série sympathique avec un personnage bout en train, j'ai envie de dire, ça se dit plus du tout, mais un personnage bout en train qui va nous faire rire par rapport à son décalage, par rapport à l'univers autour de lui. Voilà, à voir.
Voilà, nouveau film, pardon, le film qui sort après, officiellement en tout cas, à l'heure où j'enregistre des vidéos toujours bien sûr, c'est le 9 juillet 2021 et c'est le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Shang-Chi, on n'a pas eu beaucoup d'images d'ailleurs, on n'a eu aucune image de ce film-là pendant la Investor Day. J'étais persuadé qu'on allait en avoir parce que c'est un projet quand même qui arrive très rapidement, hein, qui arrive dans quelques mois maintenant. Et du coup, on n'a pas beaucoup d'informations. Le film est clairement une proposition pour le marché chinois. Le film a envie de plaire au marché chinois, ça c'est sûr et certain. On a le retour du mandarin. Je sais pas si c'est un retour ou un réel début du coup, parce qu'on avait eu cette fameuse blague que moi personnellement j'ai beaucoup apprécié, qu'apparemment la plupart des fans de comics ont détesté. C'est le Mandalorien, plus du tout. C'est autre chose ça. C'est le mandarin. Dans Iron Man 3 il me semble, voilà, où on a eu cette blague avec le mandarin, qui est un personnage assez connu dans les comics, qui est l'un des premiers ennemis d'ailleurs de Iron Man, qui était présenté comme l'ennemi d'Iron Man 3, il me semble, peut-être que je dis des bêtises, non c'est pas le 2, pas du tout, c'est vraiment le 3, mais qui finalement était une vanne et que c'était juste un mec qui était payé pour jouer ce personnage-là. Mais du coup on va voir le réel personnage dans Shang-Chi, donc pourquoi pas. Personnellement je me sentais pas vexé d'avoir été entre guillemets manipulé par Marvel Studios concernant le mandarin, mais apparemment voilà, des gens ont râlé, donc peut-être qu'ils veulent justifier le tir en présentant un vrai mandarin dans ce film, du coup en tant que méchant j'imagine de ce film là. Voilà, moi ce que j'ai envie de voir concernant ce film, c'est une réelle vibe chinoise, mais dans la réalisation également, quelque chose non plus de pas trop différent de ce qu'on connaisse déjà du cinéma américain Marvel, parce que là ça pourrait vraiment faire très bizarre. Moi également c'est un souhait personnel, mais j'aimerais beaucoup voir Jackie Chan. Je sais pas du tout s'il a été annoncé dans ce film, il me semble pas, hein. Mais j'aimerais beaucoup voir Jackie Chan dans ce film. Également beaucoup de combats d'arts martiaux corps à corps, très très bien chorégraphiés. Pour moi c'est ce qui pourrait faire la différence sur ce genre de film, qui en soi, pour nous de notre vue d'Européens, d'Occidentaux, nous intéresse pas tant que ça, parce que ça nous parle pas tant que ça. Donc voilà, j'attends surtout de voir une réelle ambiance qui ne plaise pas forcément qu'au marché chinois, mais qui puisse parler à tout le monde, et qui soit réellement sympathique à voir à l'écran, avec, j'imagine que ce sera une histoire assez basique, mais qui quand même réussisse à faire le travail. Là, on va parler d'un autre sujet qui, personnellement, m'intéresse énormément. C'est l'un des projets les plus intéressants pour moi du côté de Marvel Studios. C'est la série What If, une série d'animation. C'est la seule série d'animation qui a été annoncée. C'est d'ailleurs le seul projet en animation qui a été proposé par Marvel Studios. Cette série, ce sera une mini-série, donc chaque épisode individuel avec un What If. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe du What If, même si j'imagine que vous êtes de plus en plus à le connaître, c'est tout simplement de créer des scénarios alternatifs. Donc voilà, on imagine ce qui se serait passé si quelque chose d'autre s'était passé, tout simplement. Donc là, on a pu voir dans la bande-annonce, on imagine si T'Challa, donc bien sûr celui qui deviendra Black Panther plus tard dans notre chronologie, si T'Challa s'était fait kidnapper, était devenu Star-Lord. Voilà, on imagine un petit peu ça. On imagine aussi si Agent Carter était devenu Captain Britain, du coup j'allais pas dire Captain America mais Captain Britain. Voilà, donc c'est des scénarios qui sont très sympas. On a eu d'ailleurs pendant la Investor Day une bande-annonce avec également Doctor Strange. Doctor Strange qui s'affrontait lui-même. Ça pour le coup je ne sais pas du tout à quoi c'est lié, je connais pas du tout cette histoire, donc si jamais vous la connaissez, n'hésitez pas également à le dire en commentaire. Et voilà, ici le Marvel Zombie, qui était, j'ai envie de dire, un petit peu obligé, vu comment ça a bien marché en comics. C'était un petit peu obligé qu'ils nous fassent un épisode au moins sur ça. Voilà, personnellement, je suis vraiment fan des What If. C'est quelque chose des uchronies, on pourrait dire uchronies tout simplement. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, me plaît beaucoup. J'en fais beaucoup à titre personnel, voilà, que ce soit pour le plaisir ou pour des vidéos qui sortiront peut-être sur Attrape un jour. Mais voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Pour le coup, le principe, du coup, me plaît, bien sûr. Mais j'ai l'impression que les propositions qui sont faites par Marvel Studios dans ce What If ne sont pas forcément très osées. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple, quelque chose qui peut du coup durer dans un épisode de 20 minutes, ce qui est du coup j'imagine le cas, ce qui va se passer.
Mais voilà, j'aurais aimé une réelle prise de risque, réellement quelque chose de fou. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu pleins, que ce soit en animation. Mais j'ai envie de dire, bien sûr, bien sûr que ce sera en animation. Parce qu'en animation, on peut se permettre tout ce qu'on veut. Alors qu'en live, on doit payer des acteurs. Et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. C'est très très compliqué. Alors que la série What If en film d'animation, en animation, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Voilà, moi j'aimerais, si jamais il y a une saison 2 ou si jamais dans ces épisodes-là il se passe quelque chose d'autre, voir quelque chose de beaucoup plus risqué dans la proposition, dans le what if, dans l'Uchronie. Voilà, on a des tonnes de scénarios en tête d'ailleurs. Je vous fais encore contribuer à cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui serait pour vous le what if le plus intéressant, mais faites-vous plaisir. Voilà, on prend Marvel. Marvel Studios, on prend bien sûr les films du MCU et vous les remodelez comme vous voulez et vous me prenez un petit scénario, un petit synopsis voilà, d'un what if que vous auriez bien aimé voir ou en tout cas que vous aimeriez bien voir dans cette série d'animation qui va s'avérer quand même très très cool et pour le coup assez intéressante dans le MCU parce qu'on peut faire des nouvelles propositions et un petit peu rafraîchir ce qu'on connaît déjà et ça c'est cool. Le suivant c'est un projet qui date déjà depuis un petit moment. On n'a pas vu de bande-annonce pour l'instant, on a vu quelques images de tournage et on a vu également les acteurs pendant un panel il y a quelques mois maintenant qui partageaient un petit peu leur personnage, voilà, leur conception du personnage. C'est Les Éternels. Les Éternels, c'est une saga que je connais très peu, voilà, donc je vais peut-être dire des bêtises, c'est pas grave. Mais en tout cas, Les Éternels, c'est, si je résume grosso merdo ça, c'est des êtres qui ont vécu il y a très longtemps et qui étaient du coup éternels, comme le nom l'indique, et qui du coup ont créé, on va dire, d'autres personnages qui sont un petit peu liés à l'univers Marvel qu'on connaît maintenant. Donc voilà, c'est un film étonnant, j'ai envie de dire. Je m'attendais vraiment pas à voir ce genre de projet du côté de Marvel Studios, en tout cas pas maintenant. Mais c'est quelque chose qui va surtout nous raconter l'histoire de l'univers Marvel, en tout cas qui va peut-être nous aider à voir d'un avis plus lointain, d'un avis plus global peut-être, l'univers du MCU, grâce aux Éternels du coup. On a un casting quand même vraiment 3 étoiles, voilà, c'est même 5 étoiles j'ai envie de dire. Je vais prendre les notes en même temps, comme ça voilà, je triche. En même temps, voilà, vous connaissez tous les rouages du truc, il n'y a aucun cut dans ce podcast, c'est pas grave. On voit la distribution, alors on voit Harry Styles, voilà, je me rappelais pas qu'il avait été annoncé Harry Styles dans la distribution, et pourquoi pas. On a bien sûr Kit Harington, Jon Snow, hein, bien sûr dans Game of Thrones, qui va jouer le Chevalier Noir. On a Richard Madden, qui est le frère de Jon Snow, je le rappelle, ou en tout cas on pourrait dire le cousin, si vous avez vu toutes les saisons, de Jon Snow dans la série Game of Thrones, bien sûr, le Snow pas du tout, mince, est-ce que j'ai oublié le nom? Bien sûr, bien sûr que j'ai oublié le nom, bien sûr. Bref, qui va jouer Icaris, voilà. Et on a également d'autres personnages, dont Angelina Jolie. Voilà, c'est vraiment pour quoi noter. Et on a un acteur que j'apprécie énormément, qui est, peut-être que je vais très mal le prononcer parce que c'est un nom coréen, Ma Dong-seok, qui est un acteur que j'aime beaucoup, notamment dans son rôle dans Le Dernier Train pour Busan, qui est un film incroyable que je vous invite à aller voir, qui n'a rien à voir avec le MCU, mais n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, donc Les Éternels, c'est un film qui m'intrigue beaucoup. Pour le coup, je vais pas trop me prononcer dessus, parce que déjà on n'a pas eu de bande-annonce, donc on sait pas vraiment comment le film va être tourné, comment est la proposition du film. Mais en tout cas, c'est un film qui m'intrigue beaucoup. Bien sûr, sur tous les films, hein, je vous invite également à mettre un commentaire, vous arrêtez à chaque film, à vous dire ce que vous attendez pour le film, si vous avez peur de quoi vous avez peur, des choses comme ça. N'hésitez pas à le dire en commentaire directement, comme ça on en reviendra, pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ça fait du bien de partager son avis, donc n'hésitez pas juste à partager votre avis. Ça fait du bien. Là, on s'attaque à un autre film qui, pour le coup, lui, a été peut-être trop divulgaché, j'ai envie de dire. C'est le 3e opus de Spider-Man, du Marvel Cinematic Universe, bien sûr. Le 3e opus de Spider-Man après Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home. On n'a pas encore de nom officiel à ce Spider-Man 3e du nom. Si vous avez, encore une fois, si vous avez un nom en tête, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, si c'est Homelander
ou No More Home ou Homeworlds. Voilà, j'ai vu plein de noms passer. N'hésitez pas à mettre celui que vous préférez ou celui que vous avez envie de voir. On s'attaque à la vidéo en elle-même, qui est au film en lui-même, qui est quand même un film qu'on attend énormément, notamment avec tout ce qui s'est proposé sur Twitter, toutes les annonces qui ont été faites. On a le retour de beaucoup d'acteurs des anciens Spider-Man, c'est là le propos intéressant de la chose, c'est qu'apparemment le film va officiellement en tout cas explorer le multivers. Donc qui dit multivers, dit univers parallèle bien sûr, donc on va parler, dans ce film-là apparemment, en tout cas on va apercevoir les premiers Spider-Man, donc le Spider-Man de Tobey Maguire et le Spider-Man d'Andrew Garfield, Spider-Man d'Andrew Garfield qui est toujours incroyable, je le rappelle, et également les ennemis de ces derniers, donc on va apparemment, d'après les dernières rumeurs, voir l'Homme Sable, on va également voir Dr Octopus, ça c'était presque confirmé, également, quitte est-ce qu'on va voir d'autres, on va peut-être voir Gwen Stacy. Voilà, on va voir Gwen Stacy de, bien sûr, pas la version Tobey Maguire, mais la version Andrew Garfield, et d'autres choses comme ça. Donc, on peut dire officiellement que Spider-Man 3 parle du Spider-Verse, et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Peut-être également, d'ailleurs, les dernières rumeurs aussi, c'est qu'on aurait Charlie Cox qui joue Daredevil dans la série Marvel Netflix, Daredevil, qui serait également présent dans ce film-là. Donc voilà, on a des rumeurs qui vont un petit peu de partout. Voilà, apparemment, il y a même ma grand-mère qui a été confirmée pour ce film. La chose qui est décevante pour moi, c'est qu'on ait autant de noms qui étaient déjà annoncés. La chose logique, bien sûr, c'est qu'on fait aussi la promotion du film sur ce genre d'annonce. Et du coup, on invite les gens à venir voir le film au cinéma pour se donner un avis sur ce qui va réellement se passer. Voilà, sachant que on avait déjà eu le coup avec Far From Home où Bake Mysterio avait été annoncé comme venant d'un autre univers, même si on se doutait que c'était quand même une grosse feinte de sa part pour les gens qui connaissaient Mysterio dans les comics. Mais voilà, ça avait été quand même présenté comme ça, comme quelqu'un qui vient d'un autre univers. Donc on nous a déjà un petit peu trollé sur ça. Moi j'adore être trollé, vraiment. Ça a super bien fonctionné avec moi, parce que je connais le personnage de Mysterio, mais j'avais quand même ce léger doute au moment d'aller voir le film en me disant peut-être que finalement c'est vraiment une version de Mysterio qui vient d'un univers super cool et qu'il est gentil. Mais bon, ça n'a pas été le cas comme vous avez pu le voir dans le film. Le truc qui serait cool, c'est qu'on nous troll aussi sur cette façon-là, sauf que, bien sûr, à terme, on devrait réellement arriver au Spider-Verse. J'ai vraiment envie de revoir les anciens Spider-Man, donc Andrew Garfield et Tobey Maguire, parce que c'est des propositions de Spider-Man que j'aime beaucoup, même si j'apprécie également la version de Tom Holland. Je sais que je dois être l'un des seuls à dire ça sur YouTube, en tout cas à partager mon avis. J'aime vraiment beaucoup la version de Tom Holland de Spider-Man, tout simplement parce que c'est un Spider-Man que je trouve logique en fait. Je sais que beaucoup de gens arrêtent pas de dire oui, mais c'est un Iron Man Junior, un Tony Stark Junior. Je comprends tout à fait les critiques de ce genre-là. Mais je vais pas dire que je suis pas d'accord, parce que c'est totalement vrai, mais c'est tout à fait logique par rapport à l'univers dans lequel il est développé. Je rappelle qu'il a grandi dans un univers où il y avait des super-héros, où l'un des plus grands super-héros était quand même Iron Man, Tony Stark, et forcément, quand on a Tony Stark en tant qu'idole, quand on le voit, on a envie de s'inspirer de lui. Voilà. Je rappelle que Tom Holland, que Peter Parker dans les films, est un adolescent. Voilà, c'est un adolescent. Comme tous les adolescents, on essaye de s'inspirer des figures connues pour un peu se créer une identité. Et c'est tout à fait ce qui est représenté dans ce film-là. Donc je ne comprends pas que les gens, d'une façon ou d'une autre, font comme s'ils ne comprenaient pas le développement de ce Spider-Man de Tom Holland, qui pour moi est tellement logique en fait que j'arrive pas à comprendre comment les gens ne le comprennent pas également. Voilà, en plus c'est un Spider-Man que je trouve très très fun, très sympa. Malheureusement, j'ai envie de dire, les films qui le mettent en avant sont pas forcément les meilleures propositions. Déjà pour un film Spider-Man, je trouve pas que ce soit forcément une bonne proposition. Mais voilà, c'est surtout un film, j'ai envie de dire, d'ado. Mais forcément, on parle d'un adolescent qui est entouré d'adolescents dans un univers un petit peu adulte. Donc c'est, on va dire, logique. Mais voilà, je trouve ça dommage que les films soient pas non plus si qualitatifs que ça, malgré le fait que j'adore l'acteur, que j'aime beaucoup son développement dans le MCU, parce que pour le coup, chose que les gens ont, j'ai l'impression, du mal à comprendre, c'est que là on n'est pas en train de développer
le Spider-Man sur les films Spider-Man. On est en train de développer les Spider-Man dans les films du MCU. Donc forcément, l'évolution n'est pas la même. On peut également plus prendre son temps, parce qu'on le développe sur plusieurs films, sur en tout cas plus de films que Sony l'avait fait avant. Donc forcément, le développement dure plus longtemps. C'est pas un crime, c'est pas dommage. Moi, j'ai hâte de voir la suite du MCU avec Tom Holland en Spider-Man. Et j'en suis sûr qu'au fur et à mesure, on va de plus en plus l'adorer parce il va prendre de plus en plus en maturité et il va être de plus en plus indépendant. Et c'est ce qu'on a envie de voir. Forcément, ça se fera pas avec le troisième film parce qu'on peut pas directement en couper court avec ça. J'ai envie de croire que ce film-là sera un événement important dans le Spider-Man qu'on connaît du MCU, suite à la rencontre avec les autres Spider-Man qui prennent peut-être enfin compte qu'on est un petit peu, bien sûr, j'ai pas envie que le film s'inspire totalement du film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse, que voilà, le Miles Morales qu'on a connu, à la fin, il prenne totalement son indépendance et qu'il soit le Spider-Man de son univers, j'ai envie de dire, qui prenne la relève et qui soit voilà, le Spider-Man de son univers, j'ai envie de dire, de sa terre, comme il aime bien le dire. Et ben j'ai envie qu'on ait une sorte de développement assez similaire avec le Spider-Man de Tom Holland, qu'au fur et à mesure du film, il se rende compte qu'il doit prendre des responsabilités, qu'il doit être le Spider-Man de son univers et pourquoi pas être l'un des personnages les plus importants. La série suivante, c'est la série Hawkeye de Marvel Studios, série qui pour le coup ne m'intéresse pas beaucoup, pas parce que j'aime pas le personnage de Hawkeye, même si je suis pas forcément son plus grand fan, mais parce que ce personnage, ça me fait le même effet que pour Black Widow. J'ai l'impression que la série, ou en tout cas ce qui se passe autour de lui, arrive trop tard. Voilà, Hawkeye, c'est un personnage que j'aime bien aimer, surtout dans Endgame, avec son personnage de Ronin, qui est un personnage très intéressant. Mais pour le coup, là, je ne trouve plus aucun intérêt. Apparemment, la série Hawkeye va surtout se concentrer sur le fait que Kate Bishop prenne sa place. Personnage que je connais pas extrêmement... Enfin, que je connais pas beaucoup, hein, d'ailleurs. Personnellement, la première fois que j'ai entendu parler de Kate Bishop, j'étais persuadé que c'était sa fille. Mais pas du tout, parce qu'elle n'a pas le même nom. Donc effectivement, c'est pas sa fille. Mais voilà, c'est un personnage qui va prendre un petit peu la relève d'Hawkeye. Est-ce que du coup, cette série, c'est surtout une série pour... entre gros guillemets, dire au revoir à Hawkeye en tant que tel dans le MCU, qui soit remplacé par Kate Bishop, qui soit le nouveau Hawkeye, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai réellement pas d'investissement pour cette série, et surtout pour ce personnage, en espérant que Kate Bishop me fasse un bon effet pour que j'ai envie de la voir plus tard dans d'autres séries ou dans d'autres films. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Pour l'instant, voilà, j'ai même pas un point d'interrogation. C'est 3 petits points. Pour cette série, c'est vraiment 3 petits points. Je sais pas ce qu'ils veulent créer, mais on va voir. Vous savez quoi, on va pas commencer à critiquer des choses qu'on n'a pas vues. En tout cas, on a vu quelques images de tournage qui est en train de se faire actuellement. Et le costume de Kate Bishop, en tout cas, est plutôt pas mal. Donc c'est déjà un bon point. La série suivante, c'est une série que j'attends énormément. Pour le coup, je suis réellement fan du personnage. C'est Miss Marvel. Miss Marvel, personnage qui commence déjà à se faire connaître de plus en plus ces dernières années. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est un personnage qui est pakistanaise, américo-pakistanaise, je sais pas comment on dit, mais voilà, qui est d'origine pakistanaise, qui est fan de Captain Marvel, bien sûr, comme son nom l'indique, et qui du coup se retrouve à avoir des pouvoirs d'une façon ou d'une autre, qui du coup va essayer un petit peu de s'inspirer du personnage qu'elle aime, donc de Captain Marvel, pour s'inspirer, pour devenir elle-même une héroïne. Voilà, la fille, j'allais dire la femme, mais la fille qui a été castée pour jouer le personnage de Miss Marvel, je trouve qu'elle a une très bonne tête. Elle n'a pas fait grand chose, d'ailleurs il me semble qu'elle n'a rien fait à l'heure actuelle, donc on va voir ce qui va se passer pour elle dans le futur, mais je pense que ça va être quand même très très cool. Et surtout ce que j'ai hâte, c'est de voir ce personnage être développé durant 10 années encore dans le MCU. C'est pour ça que d'ailleurs que je suis fan du MCU, c'est parce qu'on a des personnages développés sur des années, ce qui est assez rare quand c'est pas une série. Mais voilà, j'ai envie de voir ce personnage être développé. Peut-être le point d'interrogation, c'est pourquoi est-ce que cette série arrive maintenant. Dans ma logique, j'en reviendrai plus tard quand je parlerai du film sur lequel je vais parler maintenant. Mais pour moi, cette série aurait dû arriver après Captain Marvel 2. Tout simplement parce que les deux personnages sont liés et qu'à l'heure actuelle dans le MCU, en tout cas comme nous on le voit, Captain Marvel n'est pas un personnage connu dans le monde, dans le monde tout simplement. Donc j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce que Kamala Khan, de son prénom,
est fan de Captain Marvel. À ce point-là, peut-être que ce sera aussi le fil rouge de la série, on va dire, en mode t'es fan d'un personnage que personne n'a vu, qui est un peu nul, voilà, qui se pratique presque pas. Peut-être que ce sera un petit peu le fil rouge du truc, ce serait pourquoi pas sympa. Mais à l'heure actuelle, j'ai du mal à comprendre comment Miss Marvel, la série Miss Marvel en tout cas, peut débuter maintenant comme ça. Voilà, c'est un point d'interrogation, même si comme je l'ai dit, j'ai vraiment hâte de voir l'évolution de ce personnage pendant les prochaines années, et pourquoi pas même la voir dans le film Captain Marvel 2 qui arrivera beaucoup plus tard pour le coup. Mais voilà, c'est un sujet c'est un personnage que j'ai vraiment envie de voir se développer dans les prochaines années de Marvel Studios. Le prochain film, qui est lui aussi un film assez important dans le MCU, c'est Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Je sais pas si ça va être traduit en français. Le multiverse de la démence, je ne sais pas. Du coup, c'est le deuxième opus de Doctor Strange. Hein. Cette fois-ci, il est réalisé par Sam Raimi. Voilà, je reviendrai sur ça. Et c'est surtout un film qui va apparemment également, lui, développer le multiverse. Wanda Maximoff, bien sûr, de la série WandaVision, a été confirmée pour cette série également. Peut-être que du coup, on va également avoir Spider-Man, sachant que Doctor Strange va être aussi présent dans le troisième opus de Spider-Man. Voilà, on va officiellement, en tout cas, explorer le multiverse, hein, c'est dans le nom du film, donc on n'a pas trop de mystère sur ce coup. Mais qu'est-ce que le film va nous raconter ? Est-ce qu'on va nous ouvrir des portes sur d'autres univers ? Ça, je pense que ça va être le cas. Et la chose qui moi, m'intrigue beaucoup, c'est que si Wanda est présente, qu'on parle du multivers, pour les fans de comics, vous voyez peut-être où je vais en venir, mais est-ce qu'on va parler des mutants ? Est-ce qu'on va parler des mutants ? Est-ce qu'on va parler des X-Men ? Personnellement, j'aimerais beaucoup, parce que j'ai hâte de voir les X-Men être introduits dans le MCU, même si ce serait sans doute peut-être trop tôt à l'heure actuelle et qu'on parlerait peut-être de choses un petit peu bizarres. Ou est-ce qu'on parlera, pourquoi pas, des X-Men version Fox, hein, donc les anciens X-Men. Peut-être qu'il y aura un petit caméo, ce serait sympa. Mais voilà, moi, le gros point d'interrogation que j'ai sur ce film, pas tant au niveau de l'histoire, c'est en termes de réalisation, et notamment du réalisateur. Sam Raimi, c'est un réalisateur, du coup, le réalisateur qui a réalisé les 3 premiers Spider-Man. C'est pour ça aussi également que le film est intéressant, on parle de multiverse, par le réalisateur des 3 premiers Spider-Man qui sont un petit peu pour certains la consécration des Spider-Man qu'on n'a jamais fait mieux. Après ça, c'est toujours sujet à débat. Mais Sam Raimi qui réalise ce film, est-ce qu'on a envie de voir Tobey Maguire, bien sûr, en Spider-Man ? Est-ce qu'on l'aura déjà vu à ce moment-là dans le MCU ? Voilà, plein de points d'interrogation sur lesquels j'ai pas forcément envie de plus m'étaler que ça. J'ai envie de laisser le mystère, ne serait-ce que pour moi-même. Mais en tout cas, j'ai un gros doute, mais réellement dans la réalisation pure. C'est-à-dire que Sam Raimi, vous connaissez un petit peu ce qu'il a fait. J'imagine que vous avez vu les 3 premiers Spider-Man. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que le MCU vous intéresse, donc les super-héros vous intéressent également, donc vous avez sans doute vu les premiers Spider-Man. Mais Sam Raimi, c'est quelqu'un qui est très, j'ai envie de dire, dans le réel. C'est un réel, j'ai envie de dire même. Hashtag réel. Je me fais des blagues moi-même, c'est pas grave. Donc Sam Raimi, c'est quelqu'un qui est très dans le réel, qui est pas trop dans les effets spéciaux en tant que tel, qui est surtout dans les comment dire ça, pas dans les effets spéciaux, mais dans le trucage, on va dire, choses comme ça, donc quelque chose de très tangible, pas trop en termes de FX du coup, et du coup, qui s'attaque à un projet comme Doctor Strange, ça me semble tellement bizarre, tellement à contradiction du cinéma qu'il propose, que je suis vraiment dans le flou en termes de ce que ce film va nous montrer et nous proposer. Autant en termes de scénario, je pense que ça va être quelque chose de très intéressant pour le MCU dans sa globalité, en tout cas pour le multiverse, mais en termes de réal, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va jouer sur cet aspect peut-être changement d'ambiance avec des moments où il se retrouve dans un univers un petit peu bizarre ? Est-ce qu'on va avoir cette chose tangible, comme je le disais dans la réalisation de Sam Raimi, qui serait totalement bizarre dans le monde de Doctor Strange, qui a un monde fait d'effets spéciaux, tout simplement parce que c'est un magicien, hein, il faut le rappeler. Mais voilà, je suis très très dubitatif sur tout ce qui est réalisation pour ce film, et surtout ce que je me dis, après ça c'est un avis qui n'engage que moi bien sûr, pourquoi Sam Raimi
s'engage sur ce film-là, alors que lui-même avait arrêté de travailler avec Sony parce qu'il était trop bridé. Je sais que le Marvel Cinematic Universe, pour ceux qui le défendent en tout cas, peuvent permettre aux réalisateurs de se faire plaisir, même s'ils ont forcément une ligne directrice. Mais, je veux dire, Sam Raimi est parti de Spider-Man parce qu'on lui disait on veut mettre ça, on veut mettre ça, on veut mettre ça. Et lui, il n'a pas voulu parce que ça l'empêchait de faire des choses. Et là, il arrive dans Doctor Strange 2, donc déjà dans la suite d'un premier film qui, je rappelle, il n'a pas réalisé le premier film. Et surtout dans un moment où Doctor Strange, ce film-là en tout cas, va instaurer des choses pour tout le MCU. Donc là, en termes de fil rouge, on est quand même sur quelque chose d'assez incroyable. Et je me demande réellement pourquoi Sam Raimi a accepté ce projet. Pas que je déteste Sam Raimi, hein, pas du tout. Mais pour moi, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Voilà, dans cette décision de Sam Raimi qui réalise ce film. Donc je trouve ça très très étrange. Pour le coup, j'ai quand même hâte de voir la proposition parce que j'ai quand même confiance en Sam Raimi, qui pour moi est un très bon réalisateur. Mais voilà, je suis quand même un petit peu dans le doute. Voilà, bon après c'est qu'un avis personnel. Mais c'est pas grave, on passe au film suivant. Je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement, on est déjà 40 minutes de vidéo. Je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement sur les prochains films. Le prochain film d'ailleurs c'est Thor Love and Thunder, du coup film, le quatrième opus de film Thor, donc c'est assez rare d'ailleurs d'avoir 4 opus pour un même personnage, mais Thor a droit à son quatrième opus après Thor Ragnarok qui est un film qui a extrêmement bien marché. Pour l'instant on n'a pas de nouvelles des Gardiens de la Galaxie 3, tout simplement parce que le réalisateur, bien sûr, vous savez qui c'est, est actuellement en train de finaliser son The Suicide Squad, son James Gunn, hein, bien sûr, est en train de finaliser le Suicide Squad de DC. Donc pour l'instant, il a bien dit qu'il voulait attendre que le film sorte en cinéma, soit disponible à tout le monde, pour enfin retourner du côté de Marvel et faire le Gardien de la Galaxie 3. Donc du coup, on n'a eu aucune annonce pour les Gardiens de la Galaxie 3, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Pour l'instant, on n'a pas de date, c'est pas grave, et j'espère en tout cas que le film arrivera le plus tôt possible, pour pas que ça fasse non plus trop dissonance avec tout le reste du MCU, qui est déjà mis en place depuis un moment. Thor Love and Thunder, ça va être comme sur la lignée de Ragnarok, un film plutôt dans le fun. J'ai envie de dire c'est fun, mais la chose qui est intéressante dans ce film-là, c'est Jane Foster. Jane Foster, c'est le personnage que vous avez déjà vu dans les 2 premiers Thor, donc joué par Natalie Portman, qui va revenir dans ce film-là. Elle a réussi à renégocier avec Marvel pour être présente. Il y avait déjà eu des soucis à l'époque, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle était partie du MCU. Mais en tout cas, elle revient dans ce film-là, et ça a été annoncé officiellement que c'est elle qui va reprendre le personnage de Thor. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément les comics, ce qui est pas forcément à mal, c'est très bien d'ailleurs hein, de pas forcément se baser sur autre chose. Là, on a la surprise totale quand, j'imagine, on va au cinéma. Mais en tout cas, dans les comics, c'est Jane Foster qui reprend le rôle de Thor, et Thor qui, du coup, n'est plus Thor. Thor, vous allez me dire, est-ce qu'il meurt ? Non, il meurt pas. Il reste un personnage de Marvel, mais il devient un autre personnage qui est sous l'appellation du fils d'Odin. Voilà, c'est un petit peu un personnage à part. Et je pense que c'est également ce qu'on va avoir hein, durant ce film, tout simplement. On va parler de l'amour qui les lie entre Thor et Jane Foster. Et j'imagine que du coup, à terme dans ce film-là, je parle pas forcément en termes de réalisation, notamment parce que j'ai pas regardé qui le réalise, c'est pas forcément grave, j'imagine que ça va être dans la même lignée que Ragnarok, mais surtout parce que c'est pas forcément le plus intéressant dans ce film-là, parce qu'on va avoir quelque chose, comme je l'ai dit, dans la même lignée que Ragnarok, donc ça va être un petit peu dans le même style, j'imagine, de réalisation. Mais l'histoire, en tout cas, peut être, elle, très très sympathique. Il me semble, si je me trompe pas, que Christian Bale a été annoncé pour jouer le méchant de ce film-là. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle, hein. C'est vraiment un personnage que j'apprécie, enfin, en tout cas, un acteur que j'apprécie beaucoup. Donc on va le revoir. Voilà, apparemment, ça n'a pas changé de réalisation. On est toujours sur Taika Waititi, hein, qui est un très bon réalisateur. Voilà, donc moi, je pense que ça va être un film très très cool. Est-ce qu'on va, ça c'est aussi mon petit point d'interrogation personnel, est-ce qu'on va parler de Jane Foster qui a le cancer ? Voilà, je dis des mots directement comme ça, sans tabou, tout simplement parce que dans les comics, c'est ce qui se passe en fait, c'est que Jane Foster a un cancer, et du coup, le personnage de Thor est un petit peu son double qui est un dieu, on peut dire ça, un demi-dieu. Et Jane Foster qui, quand est une humaine, est forcément un petit peu malade. Est-ce qu'on va aborder un sujet tel que le cancer dans le MCU, ce qui serait, j'imagine, en tout cas, je pense, j'ai pas forcément en tête, mais ce qui serait une première. Moi, personnellement, je trouverais ça très osé,
mais très très bien. Je pense qu'au niveau des investisseurs, parce qu'on parle quand même d'argent, hein, on est quand même dans Marvel, je pense qu'on peut quand même faire, entre guillemets, c'est un petit peu dégueulasse à dire en tant qu'humain, mais en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est aussi une bonne démarche à faire parce qu'on peut toucher quelque chose d'autre en parlant de cancer. On peut parler d'associations qui luttent contre le cancer, on peut s'étendre, j'ai envie de dire, et faire en sorte que le MCU soit encore plus global et que même les gens qui sont atteints d'une maladie ou d'une autre puissent se sentir concernés par ce personnage et puissent, pourquoi pas, c'est peut-être un petit peu enfantin de dire ça, mais se donner du courage en se disant elle est aussi c'est une héroïne alors qu'elle est comme moi, elle a une maladie, voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça. Peut-être que pour vous qui écoutez cette vidéo, ça peut paraître dégueulasse, mais je comprends tout à fait la démarche, même si c'est une démarche amenée par le profit, ça peut être quand même une démarche qui fait du bien à beaucoup de gens, à beaucoup d'enfants, à beaucoup de femmes, à beaucoup d'hommes aussi, ou aux autres aussi, bien sûr. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être très très osé, très culotté, et qui pourrait très très bien fonctionner et donner encore cette image du MCU positif. Et je pense que c'est ce que le MCU a envie de présenter, donc c'est une très bonne idée. Là, on attaque un sujet beaucoup plus différent, on reste un petit peu sur le côté mauvais, je vais dire bad, voilà, un petit peu triste. C'est Black Panther 2. Black Panther 2 qui a été annoncé officiellement, donc il devrait sortir après Thor Love and Thunder. On sait que l'acteur principal, Chadwick Boseman, est décédé durant cette année. D'ailleurs, j'en profite pour lui rendre un grand hommage. Voilà, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup dans ses films, dans ce qui est représenté par Black Panther, qui est pour moi l'un des meilleurs films du MCU. Je sais que la plupart des gens vont peut-être me contredire, parce qu'on aime bien contredire les gens quand ils ont un avis. Mais c'est un film qui personnellement m'a touché, tout simplement parce que je suis métisse, donc j'ai une partie noire, une partie blanche, et que ce genre de film, c'est le genre de film que les personnes afro-américaines ou les personnes noires, tout simplement, quelle que soit leur origine, ont besoin de voir être développées, que ce soit pour le grand public, que ce soit de partout, tout simplement pour se sentir représenté. Je sais que le débat de la représentation est un débat qui fait débat, j'ai envie de dire, mais pour moi, je m'en rendais pas compte ces dernières années, pas à ce point-là en tout cas, mais développer des personnages d'origines différentes et de couleurs différentes, c'est important. Moi, quand j'ai vu Black Panther, j'ai vraiment, vraiment adoré cette représentation, parce que via mes origines, je suis un petit peu lié. Voilà, mais également, voilà, parce que je suis fier de dire aux gens qui sont pas forcément liés à cette culture-là, de leur dire, regardez, l'Afrique, c'est aussi ça, c'est pas que des champs paumés avec des cabanes en boue, c'est pas du tout ça d'ailleurs l'Afrique. Je rappelle que l'Afrique est un continent, hein. Il faut quand même globaliser la chose, et pas un pays, comme on aime bien le dire dans les médias. Mais voilà, j'ai envie, c'est pour des choses comme ça, j'en perds mon latin, je suis vraiment désolé. C'est pour des choses comme ça que voilà, je suis fier de présenter des choses liées à mes origines aux gens qui ne sont pas forcément concernés. C'est pour des choses comme ça, des choses comme Miles Morales, voilà, comme le personnage de Miles Morales, qui est un personnage que j'aime de plus en plus, vraiment au fur et à mesure du temps, je l'apprécie de plus en plus, alors que je le connais depuis très longtemps, depuis ses débuts dans les comics pratiquement. Mais voilà, plus le temps passe et plus je suis fier de voir ce genre de projet être présenté au cinéma. Je suis fier que des personnes qui ne sont pas forcément liées à ça puissent aller voir le film et se dire putain, le film était super fun, ça aborde une autre façon de voir la chose. D'ailleurs, Black Panther pour moi c'est vraiment, j'ai pas envie de dire un chef-d'œuvre parce que c'est un mot quand même d'une importance, mais c'est quand même un film incroyable, notamment parce qu'on est dans le MCU et qu'il n'y avait pas des choses comme ça avant, et notamment parce qu'on est sur un blockbuster américain qui présente un pays, certes fictif, mais un pays africain, avec une culture qui est représentée de façon positive et de façon à être mis en avant, et pas de façon à être dénigrée, ce qui est trop souvent pour moi le cas dans le cinéma américain ou dans le cinéma tout court. Voilà, qui est souvent représenté comme une blague, en tout cas toute la culture africaine est soit représentée comme une blague, soit comme une parodie ou pour s'en moquer ou pour une comédie. Là, c'est pas du tout le cas. Là, les personnages sont fiers de ce qu'ils sont, ils ont une culture qui est à eux,
qui est certes en dissonance avec ce qu'on connaît nous de l'Occident, mais qui est pas fait dans la façon parodique. Et c'est pour ça que pour moi Black Panther est un film incroyable et qui est un film important aussi. Black Panther est un film important. Voilà, donc du coup, pour revenir à Black Panther 2, je sais pas forcément ce que le film va raconter. J'espère, ma seule attente, c'est que le film soit, j'ai envie de dire, triste. Je sais que ça peut être bizarre d'attendre un film triste, mais j'ai envie que ce film soit triste, qu'on ait une ambiance un petit peu d'hommage, surtout à Chadwick Boseman, parce que c'est le cas, et que Black Panther va pas être recasté. Donc on va pas avoir un nouveau Black Panther, un nouveau personnage qui prend Black Panther. Le personnage de Black Panther va être, je le pense en tout cas, présenté comme décédé. Je pense pas, comme dans les comics, que sa sœur prenne la relève du Black Panther, mais je pense qu'on va avoir un film qui va être un hommage, en gros, avec, pourquoi pas, un ennemi qui s'oppose aux idéologies de Black Panther, qui profite de ce départ de Black Panther, de ce décès du coup, pour prendre sa place, ou en tout cas essayer de faire régner la chose. Ça ferait peut-être un petit peu dissonance avec le premier Black Panther, mais pourquoi pas. Et la chose que j'avais pas forcément envie de voir après le film Black Panther, le premier du nom, c'est un retour de Killmonger. J'avais pas envie de voir un retour de Killmonger après le premier Black Panther, parce que pour moi il était décédé, mais forcément avec ce qui s'est passé dans la vraie vie, le fait que Chadwick Boseman soit décédé, j'ai quand même envie que Killmonger revienne, qu'on explique qu'il a été sauvé par Black Panther d'une façon ou d'une autre, et qu'il soit, je vais dire avec des gros guillemets, qu'il soit le personnage principal de ce film Black Panther 2, tout en prenant pas le rôle de Black Panther bien sûr. Voilà, c'est en tout cas moi mes attentes que j'ai envie de voir concernant ce film-là. Que Shuri, du coup la sœur de Black Panther, soit aussi beaucoup mise en avant, parce que ça va être, quand même, j'imagine, le gros personnage du Wakanda, quand même, hein, c'est celle qui va un petit peu représenter et défendre le Wakanda. Donc j'ai envie aussi que ce film-là soit un film qui puisse mettre en avant également la femme noire, qui soit aussi mis en avant, ce serait très cool. Ce qui a déjà été le cas dans Black Panther 1, mais qui soit encore plus mis en avant dans ce deuxième opus. Voilà, je m'arrête sur Black Panther. On va parler du prochain film qui est Captain Marvel 2. Du coup, j'en ai un petit peu parlé quand je parlais de Miss Marvel. Captain Marvel 2, j'ai pas forcément plus d'attentes que ça. J'ai apprécié le premier sans plus. C'est un film qui est très correct, hein, qui est pour présenter le personnage de Captain Marvel avant de passer du côté de Avenger Endgame, ou de Infinity War, je sais plus à quel moment il était sorti. Bref, voilà. On a eu une annonce comme quoi le film se passerait dans le présent, donc du coup on n'est plus dans le flashback comme dans Captain Marvel qui se passait dans les années 90. Là on va vraiment être dans le présent. J'imagine que le film va se passer dans l'espace. On va parler de la notion d'espace de Captain Marvel qui défend des planètes, qui défend des populations de l'autre côté de l'univers, hein, qui n'est pas forcément lié à la Terre. Mais personnellement j'aimerais, comme je l'ai dit déjà pour la série Miss Marvel, que ça soit lié avec Miss Marvel, qu'on ait quelque chose avec Miss Marvel, et que ça soit sympathique. J'ai vraiment pas d'attente, hein, en termes de réalisation et d'histoire concernant ce Captain Marvel 2, parce que le premier je trouvais qu'il était très correct mais sans plus. Mais pour ce deuxième opus, j'avoue que je m'attends pas non plus à quelque chose de fou. J'espère que le personnage de Carol Danvers, donc Captain Marvel, sera plus mis en avant, sera peut-être un petit peu plus ambigu qu'il l'a été durant son premier film ou durant les Avengers d'ailleurs, hein, qui était un petit peu présenté comme antipathique. Mais j'aimerais bien voir le personnage développé plus que ça, même si je n'ai pas forcément plus d'attente que ça. En termes de réalisation, moi mon souhait, ce serait que la réalisation soit incroyable, qu'on soit dans des univers qui nous mettent totalement pas bien, où on se dise putain j'ai jamais vu ça de ma vie au cinéma ou à la télé ou quoi que ce soit, et que voilà on nous présente des tribus, enfin des tribus pas du tout, des tribus d'autres espèces qui soient différentes de la nôtre et qui fonctionnent différemment de l'autre, qu'on ait vraiment une notion d'univers, d'espace, qui soit bien représenté. Ce serait juste mon seul souhait. Voilà. Le sujet suivant, c'est la série She-Hulk. J'ai pas grand chose à dire sur cette série. She-Hulk, je suis pas forcément fan d'elle en comics, c'est un personnage qui est assez intéressant sans plus. Voilà, j'ai vraiment jamais réussi à accrocher avec elle, mais la chose sur laquelle je m'arrêterai, ce sera peut-être mon seul mot sur She-Hulk, c'est Tatiana Maslany. Tatiana Maslany, si vous la connaissez pas, allez voir la série Orphan Black. C'est une série incroyable. Allez la voir en VO de préférence, parce qu'on aura toute la subtilité. Je suis pas du tout un fan de... Voilà, je suis pas un mec qui dit la VF c'est dégueulasse, faut regarder forcément en VO. Pas du tout. Je suis même un très grand fan de VF.
mais Orphan Black, ça se regarde en VO. Voilà, ça se regarde en VO. N'hésitez pas à aller voir cette série, même si les 2 dernières saisons sont pour moi un petit peu en deçà du reste, mais en tout cas cette série est incroyable. Et si vous connaissiez pas Tatiana Maslany, allez voir Orphan Black, parce que là, après avoir vu cette série, vous êtes obligé d'attendre la série She-Hulk, ne serait-ce que pour elle, parce que c'est une actrice incroyable. Le seul peut-être bémol que j'ai sur cette série, c'est que Tatiana Maslany, pardon, est quand même assez petite. Il me semble qu'elle fait 1m63, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même pas une très grande femme. Donc à voir, ça va sans doute être palé par de la CGI, des choses comme ça. Mais voilà, je me disais juste un petit léger doute en mode ah oui, ok, bon bah pourquoi pas. Faudra peut-être qu'elle se muscle un petit peu avant la série, parce que c'est vrai qu'elle est en forme quand même, mais elle est pas non plus avec le même physique que She-Hulk dans les comics. Donc pourquoi pas. Mais en tout cas, allez voir Orphan Black en VO, c'est très très cool. On s'approche doucement et sûrement de la fin avec la nouvelle série. Si je ne m'abuse, attendez, je reprends le planning. Est-ce que je suis dans l'ordre? Je suis pas l'air d'être dans l'ordre. C'est pas grave, on va tourner totalement ça. On aura l'épisode spécial des Gardiens de la Galaxie pour Noël. Voilà, c'est un petit épisode inédit pour Noël. Je vais pas m'attarder plus que ça, il y a vraiment rien à dire. Ça va être un épisode feel good. On va être dans l'ambiance avec les Gardiens de la Galaxie. Qui vont fêter Noël, j'imagine, ou en tout cas avoir une ambiance un petit peu de Noël. La chose que moi j'aimerais bien, c'est que ce soit un épisode. Après là, je vais très loin dans mes suppositions, sachant qu'on a juste un titre et que ça a été annoncé il y a quelques jours à peine. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est un épisode totalement dans leur vaisseau, voilà, en huis clos, où ça soit un plan séquence. Voilà, j'imagine très loin. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou. Moi, j'ai envie que ça soit un plan séquence où on se balade dans le vaisseau comme ça, et qu'on ait, pourquoi pas, de la musique, parce que les Gardiens de la Galaxie sont un petit peu liés avec la musique des années 80 également, mais voilà qu'on ait une sorte d'ambiance Noël, un petit peu comme ça, mais avec une réalisation quand même intéressante, ce serait cool. Et puis voilà, on crache pas dessus, voilà, on crache pas dessus. Le seul défaut peut-être, c'est qu'on aurait aimé avoir la surprise, parce que ce court-métrage, en tout cas cet épisode spécial Noël, sortira pour 2022. Donc pour l'instant, on a encore 2 ans avant d'attendre cet épisode. Mais voilà, on se dit pourquoi annoncer ça 2 ans avant? Ça aurait été bien d'annoncer ça, pourquoi pas, un an avant ou quelques mois avant. Ça aurait peut-être mis plus de surprise sur, sur la chose. Voilà, on a également une autre série, ça c'est un petit peu plus sérieux pour le coup. D'abord, avant de passer à ces séries, je vais m'arrêter sur la mini-série I'm Groot. Voilà, je s'appelle Groot, comme il dit en français. Mini-série qui, pour moi, n'a pas trop d'importance. J'imagine que ça va être une série un petit peu plus pour parler aux enfants, parce que faut quand même pour tout le monde. Hein. Je rappelle que dans les annonces qu'il y a eu ces derniers temps sur la MCU, on va quand même aborder le multiverse, des choses un petit peu plus adultes, on va dire. Donc voilà, aussi, il faut quand même parler aux enfants, parce que je rappelle que le Marvel Cinematic Universe, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour vous, fans de comics, ou pour vous, préadolescents ou adolescents, comme on aime bien le dire à la télé. C'est pour tout le monde, c'est aussi pour les enfants. Donc la série, je s'appelle Groot, et je pense fait pour ça, pour parler également aux enfants. Donc c'est un feel good moment. C'est pas forcément le genre de série qui va nous intéresser ou qu'on va regarder, mais je pense qu'on n'est pas le public cible pour ça, et c'est tant mieux. J'ai envie de dire, il en faut pour tout le monde. Voilà, donc pourquoi pas. Le série du coup sur lequel je voulais m'arrêter rapidement, c'est la série Moon Knight. Moon Knight qui du coup est un personnage, j'ai envie de dire, avec des énormes pincettes. Je vais sans doute me faire insulter si jamais un fan de comics passe par là. C'est moi ce que j'appelle l'équivalence Marvel d'un héros d'ici. Donc c'est pour moi Batman. Voilà, c'est beaucoup plus mystique que Batman, Moon Knight. Mais voilà, on est un petit peu sur la même ambiance. Donc Moon Knight, c'est un personnage qui est lié bien sûr à la nuit, à la lune surtout, et qui, en tout cas dans les comics, a un problème avec sa personnalité. Il a beaucoup de problèmes avec ça. Je sais pas si ça va forcément être représenté dans cette série. Ce serait très culotté, encore une fois. Qu'on parle un petit peu de problèmes mentaux et des choses comme ça, ce serait pourquoi pas. Moi, ce qui m'intéresse également, c'est que le personnage est un petit peu lié avec toute la mythologie égyptienne. Et ça, je suis un grand fan de mythologie égyptienne. Voilà, pour ceux qui connaissent pas Yu-Gi-Oh, allez voir. Vraiment, c'est plus plaisant. Surtout la dernière saison, c'est du caviar. Donc voilà, Moon Knight, je ne me rappelle plus l'acteur par contre qui avait été casté pour ça, même si il me semble qu'il a joué dans Star Wars. Est-ce que je suis en train de me perdre? Je suis en train de prendre des petites notes en direct.
Pourquoi est-ce que je trouve pas? Pourquoi est-ce que je trouve pas? Est-ce que ça n'a pas été annoncé officiellement? Hop. Ah, attendez. Oscar Isaac, voilà, Oscar Isaac qui a joué dans les derniers Star Wars, qui du coup jouera Moon Knight. Voilà, pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est un personnage que je connais pas non plus tant que ça. Même si je connais quelques grandes lignes, on va dire, je connais pas tant que ça. Mais voilà, ça peut apporter aussi un petit côté sombre au MCU, avec cette ambiance du coup de nuit. Voilà, ça peut être très très cool. Faut s'inspirer également hein, des séries Netflix Marvel si jamais quelqu'un m'écoute du côté de Disney Marvel. N'hésitez pas à vous inspirer des séries Netflix Marvel qui étaient des très très bonnes séries. Pourquoi pas, ça peut être très très cool. Voilà, je m'arrête sur ça, vite fait. On a également une autre annonce, c'est Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. Quantum Mania, c'est le troisième opus de Ant-Man, enfin j'ai envie de dire. Ant-Man, du coup toujours accompagné de The Wasp, comment on traduit ça en français, je ne sais même plus. Qui du coup, on va parler d'autres choses et on va parler surtout d'un ennemi qui a été annoncé officiellement. C'est Kang. Kang le Conquérant qui est dans Ligny, un personnage très important quand même de Marvel, mais qui va être apparemment le méchant de ce film-là. Je suis assez étonné, c'est quelqu'un qui parle quand même de voyage dans le temps à la base, qui a été déjà casté d'ailleurs il me semble, hein, donc c'est vraiment officiel, qui va être présent dans ce film-là, mais je suis assez étonné de le voir dans ce film-là, mais je suis quand même content, parce que je me dis Ant-Man prend de l'importance. Pour rappel, Ant-Man c'est quand même l'un des Avengers originels dans les comics, même si dans le MCU il arrivait beaucoup plus tard. C'est un personnage que moi j'apprécie beaucoup, surtout la version MCU d'ailleurs qui est très très sympathique, jouée par Paul Rudd. Mais voilà, je m'attendais pas du tout à voir Kang être ici, mais ça me donne envie pour le coup de voir le film. Et juste l'annonce de Kang me donne envie de voir le film, alors que j'étais pas forcément le plus emballé à la base à avoir un troisième opus de Ant-Man. Voilà, je trouve que c'était un personnage très très sympa, mais sans plus. La chose assez étrange d'ailleurs que j'ai avec Ant-Man, c'est que certes il était dans Avenger Endgame et que c'était d'ailleurs l'un des personnages les plus importants d'Avenger Endgame. Là il repart je vais pas dire en solo, mais en duo. Il est plus du tout lié aux autres Avengers. Et voilà, je trouve ça assez marrant. J'ai envie de dire, c'est un peu logique par rapport aux personnages dans Endgame qui ont été présentés un petit peu comme un petit peu de côté. Mais voilà, ça me fait rire et en même temps ça m'étonne un peu, mais pourquoi pas. Donc voilà, hâte de voir en tout cas ce troisième opus de Ant-Man. Ça peut être très très cool. Je repasse sur le planning. On a la prochaine annonce. Bien sûr, c'était un film, hein, Ant-Man and the Wasp. Et là, pour le coup, on passe sur une série. C'est Iron Earth. Iron Earth, pour ceux qui la connaissent pas, c'est Riri Williams. C'est une jeune fan de Iron Man dans les comics. En tout cas, je présente comment elle était dans les comics parce que pour l'instant, elle n'est pas du tout introduite dans le MCU. Riri Williams, c'est une fan de Iron Man qui, grâce à son génie, parce que c'est une génie, a réussi à construire une armure qui ressemble beaucoup à celle d'Iron Man. Et Iron Man, en tout cas Tony Stark, réussit à la repérer et lui offre une armure. Puis suite à de multiples péripéties, elle construit elle-même son armure qui est assez différente que celle de Iron Man. Et du coup se fait appeler Iron Earth, donc cœur d'acier, j'ai envie de dire. Non, mais Iron c'est pas acier, pardon, excusez-moi, bref. Je commence à me perdre, donc on va commencer à vite s'arrêter. Mais du coup, voilà, Iron Earth, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. En tout cas, Riri Williams, j'apprécie beaucoup. Iron Earth, je suis pas particulièrement fan plus que ça. Mais en tout cas, ça peut être une série très très sympathique. Ça me fait un petit peu le même effet que Miss Marvel. Je suis très investi dans le personnage parce que c'est des personnages qui m'intéressent beaucoup. Mais je me dis en même temps, waouh, pourquoi l'introduire maintenant? Parce qu'au moment où Iron Earth va sortir, ce sera en 2022. Courant 2022, et je me dis, est-ce que c'est pas peut-être tard pour commencer à introduire Iron Earth, même si j'avoue que ça, pour moi, c'est un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais si elle avait été introduite après, c'est pas le fait d'introduire hein, qui est bizarre, c'est le fait de ma dualité moi-même, où je me dis, si elle avait été introduite après Avenger Endgame, en tout cas rapidement après Avenger Endgame, j'aurais trouvé ça trop rapide, et maintenant en 2022, je trouve ça un petit peu tard. Voilà, c'est totalement bête de ma part. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la série, qui peut être une très bonne série. Il faut juste voir qui sera la réalisation derrière. Et ce qu'ils veulent nous raconter, plus que Riri Williams, qui est l'héritière illégitime, j'ai envie de dire, de Iron Man. Qu'est-ce que la série va nous raconter, plus que ça, qu'est-ce que ça raconte, j'ai envie de dire.
Mais voilà, on verra ça, et en tout cas j'ai hâte de voir. Pour l'instant, on n'a rien du tout d'annoncé à part le nom et le logo, donc on verra ça au fur et à mesure. Il me semble que je me suis pas arrêté sur quelque chose d'autre. C'est Armor Wars. Voilà, c'est la série Armor Wars qui va, il me semble en tout cas, j'imagine que ça va parler de War Machine et de tout ce qui est autour de War Machine. Voilà, est-ce que ça va être lié aussi avec Iron Earth? Pourquoi pas, ça pourrait donner de l'intérêt aux deux séries pour le coup. Mais c'est pas forcément une série qui m'intéresse plus que ça, qui m'interpelle également plus que ça. Voilà, j'ai vraiment pas grand chose à dire à part espérons que Iron Earth et Armor Wars soient liés pour avoir une sorte de construction sur deux séries qui pourrait donner un minimum d'intérêt pour les deux d'ailleurs, plus pour Armor Wars que pour Iron Earth, pardon, mais en tout cas qui pourrait donner quand même de l'intérêt. Voilà. Je m'arrête vite fait sur une autre série avant de finir en apothéose avec l'une des séries que vous attendez le plus. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié une série avant de passer aux deux derniers films. C'est Secret Invasion. Voilà, c'est la série Secret Invasion. Pour ceux qui connaissent les comics, vous savez déjà de quoi ça va parler. Mais Secret Invasion, en gros, ça parle des Skrulls, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Des Skrulls qui étaient du coup présentés dans Captain Marvel avec Talos, et pas Thanos, attention, Talos. Voilà, qui prennent au fur et à mesure la place des héros qu'on connaît, parce qu'ils peuvent changer de forme. Pour ceux qui n'ont pas vu Captain Marvel, allez le voir, ça coûte rien. Et puis en temps de confinement, maintenant déconfinement, vous avez quand même le temps. Voilà, en période de Noël, vous pouvez aller regarder Captain Marvel, il n'y a pas de souci. Mais en gros, c'est les Skrulls qui prennent petit à petit la place des héros qu'on connaît, et du coup, on a une Secret Invasion, comme le nom l'indique. Personnellement, je suis très très étonné de cette annonce en série. J'étais persuadé que Secret Invasion, ça allait être un fil rouge dans les séries du MCU pour la phase 4 maintenant. On est à la phase 4, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, j'étais persuadé que ça serait une sorte de fil rouge au fur et à mesure et pas une série dédiée à ça. Donc je suis un petit peu étonné. Je vous avoue, c'est la série qui pour le coup me fait le plus peur parce que j'ai envie de la voir. J'ai hâte de la voir. J'avais une attente par rapport à ça, mais je m'attendais pas à que ça se fasse en série. Du coup, je me dis qu'est-ce qu'ils veulent me raconter pour que ça tienne dans une série. C'est très bizarre. Et je pense même que ça peut être peut-être kitsch. J'espère que ça sera pas du tout kitsch. Mais en tout cas, voilà, je voulais avoir réellement cet arc narratif qui soit dans les films, tout simplement, qui soit développé dans les films au fur et à mesure. Mais c'est pas du tout le cas, et c'est une décision que je trouve très étonnante, et que je trouve d'ailleurs dommage. Voilà, je trouve ça dommage parce que c'est pour moi un fil rouge qui aurait été très très cool à voir au fur et à mesure du temps. Dans les séries, ça aurait été vraiment super intéressant. Mais bon, apparemment, on a décidé autrement du côté de Marvel Studios. Je parle du coup sur l'avant-dernier sujet. C'est un film, il me semble que c'est un film. C'est Blade. Blade qui est déjà des films qui sont déjà sortis, qui a été recasté du coup, qui va être reboot, on pourrait dire, avec... Je vais prendre le nom parce que je suis désolé, mais alors, j'ai vraiment du mal. Hop, est-ce que j'ai... Hop. C'est plus avec Wesley... Oh là là, je sais plus du tout, je suis vraiment désolé, on est en fin de vidéo. Wesley Snipes, c'est désormais avec je vais vraiment jamais arriver à le prononcer, c'est Mahershala Ali. Voilà, peut-être que je l'ai très mal prononcé, je suis vraiment désolé pour tous les fans de l'acteur, même si je l'aime beaucoup d'ailleurs, hein, qui a joué d'ailleurs dans la série Netflix Luke Cage, Cottonmouth d'ailleurs, très très beau rôle, très très bon rôle. Voilà, Blade, je suis pas forcément grand fan de Blade, je trouve ça assez cool, peut-être que ça fera un petit peu avec Moon Knight un côté un petit peu dark qui pourrait être très très cool. Je m'arrête pas forcément plus que sur ça parce qu'on a vraiment aucune annonce à part l'acteur principal et le logo. Donc voilà, je sais pas vraiment de quoi ça va parler, comment ça va être introduit, c'est pas grave. La chose sur laquelle moi je pourrais m'arrêter, c'est justement l'acteur principal, Monsieur Ali, j'ai envie de dire, je vais l'appeler Monsieur Ali, qui était, du coup, comme je l'ai dit déjà, Cottonmouth dans la série Netflix Luke Cage. Pour moi, j'ai vraiment du mal avec ce recast, même si j'adore beaucoup l'acteur, hein, c'est vraiment pas du tout un problème. C'est que pour moi, on peut pas avoir deux acteurs, même si vous allez me dire les séries Netflix sont pas liées au MCU. Ça a été présenté comme ça à l'époque. À l'époque, ça a été présenté comme lié, par Netflix en tout cas, et ça pouvait se placer totalement dans la chronologie. C'était très très bien fait, et c'était pour moi des séries très très bonnes, donc je suis un petit peu déçu qu'on passe sur ça, surtout qu'il y a aussi le facteur Charlie Cox, du coup qui joue Daredevil,
qui est à prendre en compte. Il est pratiquement sûr qu'il va jouer dans une série ou dans un film Marvel ces prochaines années. C'est son contrat qui stipule qu'il peut jouer dans une série ou un film Marvel Studios dans les prochaines années, donc il va forcément apparaître. Mais s'il apparaît en tant que Daredevil, en tant que lui-même, en tant que ce qui s'est passé dans la série Netflix, ça veut dire que les séries sont canon. Enfin en tout cas, pour moi, ça semblerait logique. Donc, si les séries sont canon, si les séries Netflix sont canon, le personnage que jouait Mabeli Shera, Monsieur Ali, pardon, Mabeli Shera pas du tout, Monsieur Ali, et du coup canon lui aussi. Donc c'est-à-dire qu'on a recasté un personnage qui existait déjà dans un autre personnage qui en plus est un acteur principal et qui sont deux quand même gros personnages. C'était pas comme s'il faisait de la figuration ou si c'était un personnage secondaire. Là vraiment il joue un personnage qui est très important dans Luke Cage, qui est quand même l'ennemi principal de la saison 1. Et là il va jouer le héros de Blade. Voilà, pour moi ça se pose un problème personnellement. À voir ce que ça fait. Peut-être qu'on va pas du tout voir Charlie Cox dans les séries, et du coup on va se dire bon bah du coup les séries Netflix, Marvel, c'est vraiment deux côtés, c'est pas grave, on oublie. Mais en tout cas pour l'instant c'est le gros point d'interrogation que j'ai, c'est ça. Et voilà, personnellement j'attends juste un bon film un petit peu sombre, un petit peu moins kitsch, pourquoi pas que les premiers Blade qui ont pas mal vieilli mais qui sont quand même vachement estampillés début des années 2000. Donc pourquoi pas avoir. En tout cas, je suis un très grand fan de l'acteur, donc je suis persuadé qu'il va faire quelque chose de très très cool. Et on termine sur le gros sujet, le sujet qui vous passionne toutes et tous, je sais, moi-même, voilà, je l'attends depuis le début du MCU. J'attends de voir ce film-là, en tout cas dans le MCU. C'est les 4 Fantastiques. Voilà, les 4 Fantastiques, on n'a rien eu du tout, à part un logo. On n'a aucune date d'annonce, donc on imagine que ce sera après 2022, pourquoi pas 2023, courant 2023. Mais en tout cas, Les 4 Fantastiques, c'est un film que j'attends énormément parce que je suis vraiment fan de ces personnages-là. J'adore vraiment leur dynamique, surtout dans le MCU. À l'heure actuelle, comment ils étaient présentés dans les 2 premiers films de la Fox des années 2000, c'était quand même très très sympathique. Hein. Je les ai revus récemment, ils sont quand même très honnêtes. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le reboot qu'il y a eu en 2015, il me semble, avec les acteurs. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça, même si le combat final est vraiment fait à l'arrache, je trouve. Voilà, il est vraiment tellement rapide qu'on se dit attends, qu'est-ce qui se passe déjà? Mais sinon, toute la première partie du film est vraiment pour moi très très bonne. Voilà, vraiment, voilà, j'ose le dire. Hein. Les 4 Fantastiques de 2015, c'est pour moi un bon film. Certes avec des problèmes, mais quand même un bon film. Bon, malheureusement, il n'a pas fonctionné. Et puis en plus, il y a Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, c'est toujours gage de qualité, ou presque, à part cette série Netflix dans laquelle il est le père d'un super-héros qui est un enfant. Mais ça, c'est un autre sujet. Les 4 Fantastiques, du coup, j'ai hâte de voir le casting. J'espère que on va quand même rester sur un casting, j'ai envie de dire, classique. Je sais que la prise de risque qu'avait fait la Fox en mettant Michael B. Jordan en tant que Storm, voilà, était un petit peu mal vue, même si dans le film c'est totalement justifié, c'est très très bien fait d'ailleurs. D'ailleurs, c'était aussi un gros troll, ça, de la part de la Fox, hein, qui avait un petit peu trollé en mettant Michael B. Jordan en tant que frère de Suzanne, mais en fait, c'était Suzanne qui était adoptée, et pas le contraire. Ça, c'est un petit peu fait chier les fans, je sais. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'on va rester sur un casting classique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà des noms en tête. D'ailleurs, je vais chercher ça en direct avec vous, parce que j'ai vu un casting qui me donnait vraiment envie. Et je vais aller rechercher ça, hop. Alors, hop, je suis en direct, vraiment là j'ai vraiment aucun scrupule. Hop. Alors, John Krasinski et Emily Blunt, qui seraient apparemment parfaits pour jouer ça. Alors, personnellement, je me rappelle pas forcément avoir vu des films avec eux. Voilà, peut-être que je suis totalement une merde, mais c'est pas grave. Et mais quand je vois leur tête, en fait, je vois directement Reed Richards et Susan Storm. Donc, pourquoi pas, ça peut être un casting très intéressant. Et surtout, ça peut être un film très très intéressant. J'avais un petit peu peur, moi, en tout cas pas peur, mais j'étais un petit peu déçu de pas voir Reed Richards et Iron Man, en tout cas Monsieur Élastique, Monsieur Fantastique, et Iron Man dans les mêmes films, parce que du coup Iron Man est décédé, je suis désolé pour ceux que je spoil, mais Iron Man est décédé, du coup je suis très déçu de pas avoir eu les deux ensemble au cinéma, parce que pour moi ouais, c'était une petite attente personnelle que j'aurais bien aimé voir. Mais voilà, pourquoi pas, je pense qu'il peut être l'un des nouveaux piliers du MCU. Et j'ai vraiment hâte, mais vraiment hâte, pour le coup c'est peut-être le projet qui me hype le plus.
et en plus sur lequel on a vraiment le moins de, de sujets, enfin de matière à débattre. Mais c'est vraiment pour moi le sujet qui m'intéresse le plus dans le MCU à l'heure actuelle, et pourtant c'est le sujet qui est sans doute le plus lointain. Donc voilà, on a hâte de voir les 4 Fantastiques dans le MCU, et ça va être incroyable. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires pour soutenir la première vidéo de cette chaîne, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à mettre vous en commentaire pour chaque film ce que vous attendez, ou pour un film, ou pourquoi pas. N'hésitez pas même à mettre votre casting idéal pour les 4 Fantastiques. Ça me ferait extrêmement plaisir, j'irai me renseigner sur les acteurs, tout ça. Si jamais, peut-être qu'on fera une autre vidéo, peut-être que j'inviterai Jolan et Karian. J'ai pas pu forcément m'organiser avec eux parce que je suis un petit peu pris de court ces derniers temps pour faire une vidéo avec eux. Donc si vous m'écoutez, les potes, le son de la veine, n'hésitez pas à qu'on s'organise quelque chose pour parler soit de Spider-Man, ça de toute façon ça va être sûr, et pourquoi pas même du MCU dans sa globalité, donc des prochaines annonces, ce que vous attendez, pourquoi pas, ça pourrait être très très cool. Voilà, on se donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. On parlera toujours de BD, de comics, de manga et tout ça. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne Attrape, la chaîne qui parle de catch, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous êtes curieux. Il faut toujours être curieux. Et on se donne rendez-vous bientôt. À la prochaine. Bisous.